Alors, il y a plusieurs choses à énumérer, rectifier, préciser, si c'est possible, expliciter. En ce qui concerne d'abord psychagogie, qui aura quelque chose à voir peut-être avec les psychagonie. Et mais pour rester dans le premier, tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas mettre dans un état quelqu'un d'autre, ça, en ce qui concerne, et tel que je essaie quelquefois de pratiquer dans mes films. C'est pour entrer dans un stimule, se faire entrer dans une atmosphère et donc se déplacer, aller soit dans un quartier d'enfance, de mon enfance en l'occurrence, se dépayser, pourquoi pas un voyage significatif que je ne fais pas très souvent. Je me nomadise sur place, alors que ces places où je trouve, ce sont déjà de la terre natale. Donc je suis toujours sur un certain cheminement de Heimweg, comme disait Novalis. Donc ce qui est important, c'est se mettre dans une état. Là, à Paris, quand j'ai écrit un petit traité concernant psychagogie et en me référant d'abord à Bertolt Brecht, mais plus précisément à la danse-théâtre de Pina Bausch, selon ses expériences donc artistiques, que j'ai déduisé d'une propriété psychologique, plutôt physique, disons, de l'homme, c'est obtenir une émotion dans le temps réel suivant une kinésie, suivant la temporalité d'une kinésie, d'un mouvement forcément affectif qui est de l'ordre d'un athlétisme affectif de Antonin Artaud. Voilà. Les choses deviennent plus claires. Sinon, ce serait quelque chose d'abominable de la sorte d'une propagande ou une mise en scène politique pour justement entraîner le peuple, les masses, ou bien un certain nombre, pourquoi pas d'employés, un certain nombre de dirigeants équipés de psychologues peut entraîner une compagnie, une usine, les ouvriers, les employés. Donc ça peut servir à un certain n'est-ce pas, processus de persuasion. Se faire convaincre. Ça, c'est abominable et ça rentre dans l'un des cas de figure de la rhétorique qui est analysée bien sûr d'abord par Aristote, mais persuasion la foi, c'est également, c'était le chapitre très important de la première critique de Kant en ce qui concerne pour distinguer les degrés de foi. Oui, acte de foi. Mais comme nous sommes entre guillemets, des nihilistes vidés de sens, et on cherche soit dans la profondeur, soit dans la surface des choses, dans les débris, dans les ruines de la trace effacée, et quelque chose qui va nous retourner comme cette Madeleine de Proust, n'est-ce pas? Donc c'est un processus pour éveiller la mémoire, le fond de mémoire, comme je disais hier, le fond d'un connu bergsonien. Et ce n'est pas uniquement, à mon avis, limité à cela, c'est-à-dire c'est pas une opération, oui, ça a l'air du soliloque, mais justement, en passant par une médiation d'extériorisation, il ne s'agit pas d'une méditation sur le passé, ni le futur, ni un simple frayage de l'horizon. Donc, une composante d'anamnésie, c'est frayage de l'horizon, tel qu'elle est décrite par
Lyotard, mais en amnésie au sens étroite chez Lyotard, ça renvoie au troisième, quatrième lieu dans l'ordre des processus justement de secouer, se faire secouer. Une certaine, pourquoi pas, il peut s'agir d'une certaine sublime règle. Voilà, première fois que j'utilise, mais chez Kant, déjà, la théorie du sublime, de part en part, traversée par une certaine limite majeure qui règle, justement, qui distingue avec une, justement, non pas un marteau, mais avec une barre de délimitation en tout noir, pour délimiter ces frontières de la Schweinerei, de la folie démence. Lyotard, dans le texte d'économie libidinale, lui, il donnait des exemples avec le mot, enfin, la racine mens, démence, mais il y a des autres choses à mens, pourquoi pas. Bon, on va y retourner au texte. Ça, c'est le premier point. Et ce n'est pas une scène de théâtre, ce n'est pas une représentation, donc ce n'est pas pour le spectateur passivement recevoir les signes, les indices ou les affections. C'est d'abord, il peut s'agir d'un théâtre qui n'est pas une certaine théâtrique, comme disait Lyotard, païenne. Pour donner un exemple, ce n'est pas identique, mais c'est une possession dionysiaque, pourquoi pas, n'est-ce pas? Se faire entraîner, justement, par un mouvement de masse, avec le rythme, danse, etc. Mais ce n'est pas mon affaire, justement. Je suis bon géométrique dans ce sens, dans quelques essais que je fais, dont l'un passe dans les îles, dans une solitude totale, et plusieurs personnages, au moins deux, se réveillent en moi. Donc il s'agissait d'une conversation fictive. Il m'est arrivé quelquefois, n'est-ce pas, en faire dans mes films, sans préméditer. Donc il s'agit d'un monologue, transformation d'un monologue ou soliloque à un dialogue imaginaire. Donc division, si vous voulez, de personnages, division du moi, chise, quelqu'un qui se parle dans une performance. On performait la vérité, justement, ça frôle un peu la folie quand on regarde de loin. Mais quand il s'agit d'une œuvre d'art, par exemple un film, un essai quand même, en ce qui me concerne, souvent non réussi, et il s'agirait de l'art, ou une excuse de l'art, pourquoi pas un entraînement. Voilà, mais ça peut servir, bien sûr. Autrement, réalisation théâtrale, entre guillemets, comme concept foucaultien de l'histoire de la folie, ça a l'air d'être un certain antécédent de l'hypnose psychanalytique. Dans le premier temps de l'hypnose, de l'analyse psychanalytique, dans son évolution freudienne, l'hypnose était très importante. Et c'est pas lui qui a inventé l'hypnose, mais c'était une pratique qui était déjà appliquée. Je n'ai jamais passé par une expérience d'hypnose et je n'aimerais pas d'en passer ni en faire à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi mon domaine et j'ai bien explicité, patiemment quand même, maintenant. Et je ne veux pas qu'il y ait de confusion, mais c'est un domaine tel que il peut y avoir de contamination, c'est-à-dire une transgression de domaine. On ne peut pas savoir la fin d'un voyage organisé. C'est l'expression de Deleuze, je suppose, bon, je ne sais pas dans quel livre, mais il était contre au voyage organisé et
Un voyage, même un voyage organisé peut tourner à une tragédie. J'avais vu un film finlandais ou suédois, là justement, une montée à la montagne en famille dans un hôtel extrêmement moderne. Ça tournait à une tragédie du fait seul qu'une chute d'avalanche divisait la famille et non pas par un accident qui causera la mort ou la blessure, pas du tout. C'est par le manque d'un réflexe envers sa famille qui rendait tout d'un coup le père de la famille suspect à l'intérieur même de la famille et c'était une dissolution totale du concept et la pratique familiale due à une expérience survenue qu'on nomme l'avalanche dans un voyage organisé qui détruit toute la famille. Et la fin du film, si je me rappelle bien, c'était une autodestruction et un suicide total à l'intérieur d'une huis clos de la maison familiale à la rentrée. Ah, ça c'est insupportable comme film, insupportable. Moi, je ne veux pas, bien sûr, ce genre de revirement justement, et des perversions, et c'est justement de cela que quand nous préservons, et moi, dans mon enseignement, en enseignant la théorie du sublime chez Kant, je donne souvent des exemples des cas de scènes, ce qui se passe dans la vie d'une scène, y compris dans le cas de Saint-Augustin, dans la Confession. Donc, je disais que cette expérience Erhaben, bien que ça vienne de Burke, anglais, on peut y aller jusqu'à Longin, que Kant lui-même le nomme, mais ça reste dans les limites d'une cas de rhétorique chez Longin sublime. Alors qu'il y a une histoire de sainteté et de pratiques, apparitions surnaturelles, etc. Justement, répétition de la vie de Jésus, etc., dans un Moyen-Âge même tardif, etc., qui peut être considéré comme les antécédents de la théorie du sublime telle qu'elle est sécularisée dans la troisième critique. Ça, je précisais dans mon enseignement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à préciser et énumérer? Voilà, hypnose. Et on dit, voilà, suggestion. Talking, méthode de suggestion qui ne marchait pas apparemment chez les malades mentaux. Il fallait les faire, entre guillemets, convaincre autrement et passer à l'acte de la part d'un corps soignant. Ça, moi, je n'ai jamais pratiqué, bien que j'ai une licence de psychologie, ce genre d'aide. Mais dans ma vie privée, peut-être qu'on a fait maximum pour changer de l'air, changer d'atmosphère, pour avoir provoqué justement de nouvelles idées, faire une visite de musée, faire une promenade dans le jardin interminable du palais de Versailles, etc. Ça, ce sont à la fois des actes amicaux, à la fois aide, accompagnement, jusqu'à, bien sûr, dans les hôpitaux dits psychiatriques, accompagnement. Voilà, dans la vie quotidienne, on utilise très souvent ce genre de choses qui n'ont pas de l'ordre de
vrai ou être et non pas de l'autre de non-être. C'est comme, voilà, un topic très important chez Platon, par exemple, dans la République. Bien que le mensonge soit quelque chose de terrible, hypocrisie, il y a une licence donnée à un mensonge noble, au sens politique du terme, s'il y a un but louable à la fin de ce mensonge, disons, je crois en français on peut dire blanche, le mensonge blanc. Berziala, qui ne laisse personne, et ça peut entraîner aller vers le bien. Ça, vous voyez, c'est encore une méthode palliative. Donc ça côtoie ces genres de domaines, le mien. Mais le film, l'art, le théâtre, le cinéma, de part en part, et bien sûr, traversé par ces processus de catharsis, justement, identification de toutes sortes. C'est pour ça que je précise que méthode brechtienne de cette méthode de distanciation dans la mise en scène en tableau, c'était beaucoup plus véridique et honnête par probité qu'un simple théâtre dit tragique qui laisse libre cours à des catharsis comme identification jusqu'au bout. Voilà. Puis c'est très compliqué, c'est impossible d'imiter, mais justement, ça tourne autour de, non pas imitation, et voilà, c'est pas répétition de la vie de Jésus-Christ, mais imitation. Dans la littérature, on dit imitation de la vie de Jésus-Christ, au sens très noble et religieux du terme, imitation. Et tout, apparemment, on ne connaît pas, mais processus de disons passionnata dans le Pâques, toute procession de Moyen-Âge, en répétant dans le monde catholique, surtout en répétant les actes et les gestes de la route du chemin de Calvaire, ça rentre d'une certaine façon dans ce processus-là. Vous voyez, là, mais c'est difficile maintenant aujourd'hui, bien que dans les années 60-70 était très recherché un théâtre, une situation sans spectateur et une mise en scène, un processus de la vérité, disons, qui implique chacun des participants. Voilà un problème extraordinaire concernant la théorie du théâtre qui n'auront pas besoin de quatrième mur absent, au sens de Solaire. Donc, dans un théâtre à l'italienne, ce quatrième mur absent, comme miroir clair, transparent, tourné vers le spectateur qui fait marcher la chose, alors que dans le paradoxe du comédien, chaque acteur a un point où entre sa personne et le personnage qui le représente, on peut avoir un certain revirement, un renversement, un retournement des gants, au sens de Merleau-Ponty, un entrelacement bizarre peut se produire. Donc c'est déjà depuis le mois de mars que je parle au moins dans le film de Paradoxe de comédienne de Diderot. J'ai fait quelques films là-dessus. Et
Et mon momentum de fiction autobiographique n'est que ça. Pour donner l'exemple de réussite de l'un de mes films, c'est quoi? C'est pas Procès de Valoritz peut-être, parce que le titre n'avait rien à voir avec le contenu. Mais l'autre, c'est ce que j'avais filmé à Gassheim, dont le titre sera... ça sera encore plus bizarre, apparemment, que j'oublie. Voilà. Là où je parlais d'une certaine Valhalla, temple de Valhalla, qui viendra de Friedrich II, je crois, en allemand, un grand temple séculaire à la manière d'un panthéon, non pas au milieu de la ville comme Panthéon de Paris, mais apparemment dans une province de Bavière. Ça peut être lui de Bavière aussi, c'est lui qui l'a construit. Donc, je feignais mimer avec ma propre voix, avec les divisions des voix des personnages, un petit Français juif ou pas qui aura à aller en Allemagne pour travailler justement comme un travailleur immigré pendant juste montée du nazisme, alors qu'il entrait dans un champ de mort. Il était tellement loin de la vérité qu'il louait toute l'histoire culturelle, artistique, philosophique de l'Allemagne, éternelle, bien sûr. Voilà, ça c'était à tort de rire, d'une affliction insoutenable et ridicule dans son comble. C'est ça qui fait la réussite de ce film, qui me surprend. Parce que je n'avais aucune préméditation de faire cela, mais j'ai une tendance irrésistible vers ce genre de fiction dite autobiographique, mais qui n'a strictement rien à voir avec mon autobiographie. Tandis que mon déplacement dans l'un de mes quartiers d'enfance, par exemple à Samathia, là, effectivement, ça m'en touche d'une manière autobiographique, alors qu'il n'y a aucun événement, disons, plausible, tangible, mais seulement des signes, des voix, Stimmung, atmosphère, des bris de reste qui me fait sentir chez moi. Et troisième film, ça se passait justement dans les îles et le titre, en tout cas passager, c'était Heimweg, sur le chemin de retour de la maison. Et il s'agissait d'un retour d'un fils prodigue. Donc, chaîne oedipale qui poursuit une chaîne de circumnavigation, une circularité, un drame, un Oedipe blessé à vie qui ne revient pas, qui n'en revient pas, comme tout un chacun de nous, on n'en revient pas. Il y a un temps indicible, on n'en revient pas. Et on fait la tour, au sens de circumnavigation. Il ne s'agit que cela, tout tour d'horizon, à mon avis. Chercher là où on a perdu quoi? On a perdu quelque chose, cherche-le. On ne sait pas ce qu'on a perdu, ce qui nous manque plutôt, n'est-ce pas? Et on ne sait pas ce manque où a eu lieu.
On ne peut pas être plus clair. J'espère que je suis audible. C'est pas du tout une place pour une méditation, ni une psychagogie, ni une fiction, ni un théâtre. Mais la chose qui est garantie ici, assurée, c'est que je suis dans une anonymat total parce que chacun du public ici, dans son affaire, dans son propre monde, on s'en fout. Chacun, toutes les tables, très proches, mais une vase incommunicante. Vous voyez, c'est pourquoi les hommes, les gens s'entassent dans les métropoles. Il y a un anonymat assuré, une certaine aire de sécurité, au prix de quoi? Il faut demander à Thomas Hobbes, au prix de quoi que nous sommes si tolérants, et si fermés aussi aux essais artistiques. Et parce que cette limite, en tout moi, marteau pour faire la philosophie, ou cette barre à Lyotard, en tout moment, c'est-à-dire n'est pas stable et ça passe partout, de la mimésis dans le point de démarcation est certain entre être et non-être, apparaître et non-apparaître. Ça secoue, ça dérange, ça choque et ça résulte, comme dans mon cas, à une suppression de l'un de mes œuvres, qui non pas les meilleures, mais dans lesquelles j'avais ouvert une partie de mon archive, mal d'archives, mon archive en souci, ma archive en souci, en post-appointment, en différence, archives différées, archives souffrant, mal d'archives. Donc le livre de Derrida. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Voilà, en agonie. Archive en agonie. Voilà, on revient à ce concept de non pas psychologie, mais psychagonie. D'où la blessure encore oedipale, quoi qu'on fasse, dans la direction de Deleuze-Guattari pour construire un anti-Oedipe. Anti-Oedipe, c'est encore de l'Oedipe au renversé. Un Platon renversé qui célèbre le simulacre à la manière de Nietzsche, c'est encore du platonisme, un paradigme, d'où disons quoi, perversion ou huis clos en un moment dans lequel nous débattons. Voilà une expérience en remontant le monde de Golgotha. Je vais faire de la philosophie. Tout de suite, j'ai changé d'atmosphère. Pour rester justement mieux, pour la patrie, mieux. Et je me disais, en grimpant, le monde, comment capitaliser dans le concept, et avec toutes ces récapitulations que j'ai fait, n'est-ce pas, ce sont des reprises et développements, reprises et explicitation, c'est toujours retourner au même flux de conscience, conscience ou inconscience. L'impensé à tout prix deviendra la pensée. Justement, j'ai prononcé ces mots-là dans mon ex-quartier Samathia, dans un coin reculé, dans un quartier perdu qui n'a pas changé avec la modernité. Là,
je me disais que voilà, Heimat, c'est l'impensé. Il ne faut pas chercher l'inconscient ailleurs. Il suffit de se déplacer, trouver son Heimat terre natale et le sien, et sans pouvoir l'approprier et se trouver dans son élément même. Et donc là où il fallait être, et là où il fallait y rester. Ce genre de pensée qui donne une certaine voilà, une joie mêlée de chagrin, tous ces oxymores, tous ces mi-affections, mi-ton, plutôt affection à mi-ton. Qu'est-ce que j'ai pensé en montant le Golgotha en agonie. Marteau, 100 mètres. Tout à l'heure, je faisais allusion à la manière de faire de la philosophie de chez Nietzsche, n'est-ce pas, avec le marteau, et ça renvoyait comme interprétation de la barre en tournoiement. Chez Lyotard, une barre qui se tournoie, une barre, c'est-à-dire barre décisive de barreaux, de jugements esthétiques, jugements épistémologiques, jugements de connaissances, jugements universels, jugements singuliers, jugements subjectifs, jugements objectifs, ça, tout ça. Conscient qu'il est Lyotard comme moi, ça présuppose une barre. Paul Virilio parlait d'une autre chose en faisant référence à ce qu'il tient à la main, toutes ces figures, toutes ces effigies de Pharaon. C'est un conducteur, disait Pharaon, figuraire de chef. Et depuis l'invention des chariots de guerre, chars de guerre, chez les Hittites et chez les Égyptiens, ces deux grandes civilisations faisaient la guerre tout le temps avec leurs chars en vitesse. Donc Paul Virilio parlait, thématisait la vitesse et bien sûr développement et revirement des civilisations humaines qu'on pourrait, selon lui, symboliser avec cette barre qu'on n'appelle pas la barre, ce que le pharaon tient à la main. Et Moïse aussi, il est bien connu tenir à la main une grande barre. En turc, on dit asa, Musa'nın asası. Voilà, il fallait préciser plus tard. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Et je disais que ma manière de peindre, bien sûr, d'une manière écologique, avec les grains, dans une atmosphère naturelle, entre guillemets, que j'ai créé, parfois artificiellement, un coin de nature retiré comme paysage et dans lequel je me place. Là, effectivement, ce sont des procédés de psychagogie pour obtenir quoi? Venu des idées diverses idées remplisseraient l'esprit. Et le trop des idées, ça fait l'excédent surplus. Et là où je me disais, pourquoi on cherche à capitaliser dans un concept qui n'a pas de l'ordre conceptuel. Il y a des débris de concepts, c'est-à-dire mi-compréhension, mais au fond, l'appréhension arrive à un maximum, je répète Kant ici, à son maximum, on n'arrive pas à achever par une synthèse active toute l'étendue et la montée des pyramides. Cette fois-ci, non pas Golgotha. Pourquoi pas Golgotha? C'est-à-dire capitale de la douleur. Donc, il y a une version oedipale. Mon film, apparemment, aura deux versions.
fondation de l'Église à travers la figure de Pierre, au sens non propre, et Pierre comme pierre de touche, pierre de fondation, un pécheur. Pécheur par l'appel de la Christ, par Clésis. Ça, c'est une première version, disons, monothéiste ou de l'ordre de appellation de la conscience morale, mais là, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas un jugement moral, il n'y a qu'une réponse à un appel christique, dans le cas de Pierre, tel que je connais. Et deuxième version, c'est Oedipe, bien que c'est biblique aussi, l'expression, n'est-ce pas, retour du fils prodigue, mais ça renvoie à Oedipe, donc version grecque. Et les deux films pour le même sujet. Au choix, vous pouvez soit regarder l'une version, soit l'autre version. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est le tableau surchargé, le surplus excédent du sens qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est-à-dire faire entrer dans un concept, on ne peut pas approprier, mais comme j'ai fait tour d'horizon, c'est devenu une œuvre imaginaire, non pas d'imaginer seulement, mais avec tous mes œuvrements devenus avec ces paroles synthétisant quand même une œuvre. Qu'est-ce qu'il reste là? Bezoykunk, en marchant jusqu'à là, dans ce coin reculé et tranquille, volait à l'urbain, urbi et urbis, urbi et orbi. Alors, Bezoykunk. Quel rapport? Témoignage, profession de foi qui ne passe pas par la parole. Quel rapport avec again, puisqu'again, se faire entrer dans une situation de création improbable et non préméditée, mais préparation même avant de commencer, d'avoir une page blanche où les grains et les couleurs des fleurs, etc. Cette manière de peindre, pour moi, c'est très zen d'abord, et pourquoi pas Tao. Je ne vois pas la différence d'ailleurs. Et Tao, bouddhiste, sans être bouddhiste, bien sûr, mais plutôt Tao et chinois. Et il faut ajouter le concept benjaminien d'aura à cette série de Stimmung, Urstimmung, appellation, appel de la conscience morale, juif, et là, œuvre, s'il a une aura, à cette fonction d'appel. Et c'est Lyotard, non, Michel Deguy, qui a écrit un petit livre sur la calligraphie chinoise que je lisais l'autre jour. J'ai failli peindre une scène de calligraphie qui est ratée à cause de abondance de couleurs que j'ai utilisées. J'ai perdu toute cette simplicité taoïste de calligraphe. Qu'est-ce qu'il disait, Michel Deguy? Là, un taoïste, artiste ou une élite sublime, un chinois, idéalisé, noble, il avait un rapport à l'œuvre, à la calligraphie d'une montagne, d'un paysage, pourquoi pas. Il se tenait devant ou à côté de cette œuvre, j'imagine, au début, comme il était devant ou dans la proximité d'une
source jaillissante d'eau dans une montagne ou dans la profondeur d'une vallée, etc. Et devant une lac, là où lacet de lac, comme glou de l'étang mort de maman noyée, comme dans ce vers de Derrida Junior, selon ses dires. Vous voyez, l'œuvre, donc sans utiliser le mot aura, il parlait d'une certaine aura. L'œuvre a cette fonction à travers son aura, à travers une présence rendue plus que présente, amener à la proximité de soi, chez soi, au sens, à la lettre du mot, c'est-à-dire à la maison, devant cette œuvre, dans la proximité de cette œuvre, vous sentez quelque chose, une intensité, comme si vous étiez dans ces montagnes-là en printemps, alors qu'il fait l'hiver est froid, etc. C'est ça. Cette fonction de l'œuvre aussi est de l'ordre de psychagogie. Parce que ça affecte psychique dans son propre miroir, pourquoi pas. Psychique veut dire aussi un certain miroir, n'est-ce pas, tel qu'il nous a appris Derrida dans son livre Psychique 1, Psychique 2. Psychique, c'est quelque chose de modulable. Alors, pourquoi parler de Besoldung une fois, c'est-à-dire un état d'être convaincu, un état de persuasion qui ne passerait pas par une profession de foi, au sens où le sujet ne prononcerait pas sa voix de manière mécanique ou répétitive et incantatoire. C'est encore autre chose, incantatoire. C'est un chant sacré qui fait entrer par le moyen de psychagogie à un processus de croyance, à la manière de, bien sûr, tel qu'il est décrit dans les paris de Pascal. Que peut ajouter de plus pour compléter le tableau et trouver son rapport avec Besoldung, c'est-à-dire une génération générale pour être témoin. Un mode de témoignage de ce qui est ou de ce qui passe. C'est Zeugen. À la fois un tiers de l'ordre accessoire de mobilité à Abimabuk, accéder à une mobilité, à une vitesse, à une densité ou une intensité qu'on appelle esthétique, disons, mais pourquoi pas l'événement de foi ou de persuasion ou l'impression d'avoir compris finalement, c'est-à-dire conçu. Justement le mot conçu, concevoir un enfant conçu, etc., veut dire Zeugen, et Besoldung, ça passe pas par un discours discursif, ni par le prédicament, mais par un certain œuvrement qu'on peut appeler quoi? On peut appeler, si vous voulez, théâtre de la vie, théâtre de la condition humaine, entre mi-chemin de l'animal et quelque chose de quoi? De quoi? Selon, ça dépend comment, en vue de quoi on œuvre, et non pas en vue de cet excédent, mais cet excédent se produit
Et à ma connaissance, à ma foi justement, cet excédent qu'on cherche dans le tour d'horizon, ce qui fuit justement le champ limité du pragmatique de conscience, cet excédent, cette perte qu'on ne peut pas dialectiser, on peine, on a cette souffrance de l'avoir encore fait entrer dans le circuit conceptuel, en faire œuvre, et non pas monumentale. Pourquoi pas monumentale? Et quelque chose qui portera sa trace, pour ne pas dire génétique. Vous voyez, mon urne, mon chevet, agonie, engendrement, auto-engendrement, un publicum, une génération, au sens de soilement. Soilement veut dire réciter des légendes. Söyleme en turc c'est dire. Dire au sens de zage. Zage, pourquoi pas. Zage, Sprache. Voilà, tout l'horizon est complet, tout est énuméré, réparé, l'œuvre est totale, cristal, kiosque en cristal est apparu devant mes yeux, mais ce n'est qu'un mirage éphémère, tout va se briser dans quelques jours si je ne continue pas, soit que je vais busiller le tableau, comme j'ai busillé le tableau d'hier, que je vais recommencer tout de suite, et je vais essayer de rester épuré dans mes peintures, à la manière d'une zen ou taoïste, n'a pas barbouillé des couleurs peinturées trop. Je connaissais bien le principe de taoïsme tel que j'ai expérimenté en esthétique dans mes promenades solitaires dans les îles, dans le cime, dans le monde, en descendant, en remontant, mais effectivement on a la tendance de rechuter dans le baroque et essayer de justement par une autre voie essayer de trouver cette productive ambiguïté ou univocité et équivocité qui va laisser parler l'être quand même, n'est-ce pas? On sait, l'être se dit de plusieurs façons, univoque, équivoque, et ainsi de suite, c'est-à-dire de nombre innombrable fois. Que des fois soit se trouvent dans des langues inconnues des peuples qui ne sont pas encore. Ces citations, je n'ai jamais été sûr si c'est de moi ou de Shakespeare. Là où, confusion, là il y a une fertilité d'esprit peut-être. C'est une sorte de besogne, oubli de soi, engendrer, oublier, se souvenir, engendrer. Comme vous pouvez vous souvenir, je me disais dans un enregistrement que je suis un peintre de groupe, je peins la multitude, mais je peins aussi le visage, et à travers cette multitude de visages un peu aléatoires qui font leur Erscheinung, leurs apparitions, et dans leurs apparaître, j'attrape le paysage. Le visage, le paysage, effectivement, je suis fidèle dans cette, non pas dichotomie, dans cette ambiguïté, uniformité, équivocité de
paysage. Je trouve vraiment des paysages dès que je trouve, non pas pour contempler de loin, mais pour me laisser submerger par le paysage, qui n'est plus un paysage, donc la terre natale, que je sens l'odeur des herbes. Là, mes peintures ont une propriété de senteur, flagrance, ou bien, en anglais, je n'ai pas vérifié, flagrant. Alors, l'odeur, cette rahiya, n'est-ce pas, qu'un papier peint sur les doigts, finalement, j'ai aimé des odeurs. Donc, très bien. Aujourd'hui, après-midi, dans le café, il y avait un garçon qui dessinait. Ce sont tabliers, on dit quoi? Tablier, table. Avec ses doigts aussi, n'est-ce pas? Mais avec peut-être un bout de quoi? Un bout de barre, justement. Et de manière digitale, électronique, etc. Il choisissait ses couleurs, ses contrastes et tout. J'ai essayé, mais j'ai le problème de progresser dans ce domaine parce que je ne dirais pas qu'il n'y a pas... L'odeur n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Du part, ça coûte cher, bien. J'en possède table de loi, une table de loi pour écrire, une table de figurines pour dessiner. L'une des premières, mes photos d'un tablier, mais extraordinaire, dans une gay pride ou quelque chose comme ça, dans la rue d'Istiklal. J'ai vu plusieurs Arabes, je ne sais pas d'où ils sont venus, mais ils sont de Dubaï, de quelque chose comme ça. Avec toutes les femmes, hommes confondus, particulièrement les femmes, avec le tablier, qui photographiait. Ce moment inoubliable pour eux. Pour nous, c'est quelque chose de fracassant. Eh bien, donc c'est depuis quand même 15 ans que ce genre d'appareils sont dans la circulation. Et maintenant, n'est-ce pas, je suis quoi? Je suis un animateur de films animés. C'est déjà... Je n'ai pas posé trop de questions, mais dans mes premiers élans, il y a une place quand même de bandes dessinées, de films animés à partir de dessins. Donc, bande dessinée, filmique, des films expérimentaux d'origine tchèque. Malheureusement, je me souviens pas de leur auteur, mais nous avions à l'époque, n'est-ce pas, 40 ans avant, une régie de télévision qui émettait ce genre de films. Vous voyez, notre culture ne vient pas seulement de nos séances d'Aïda interminables, opéra, mais de nos quotidiens téléviseurs qui émettent des films quand même rares, des films animés tchécoslovaques à l'époque. N'est-ce pas, extraordinairement touchant et montrant vraiment Grundriss, du trait
la signification du trait me dévoilait très tôt. Mais j'ai fait des efforts dans des autres domaines, bien sûr, brechtien, théâtre, ouvert sans public, avec le public rond, le théâtre rond, ouvert sans scène, non pas italien, etc. Grâce à Tepebashi, dernièrement théâtre aussi, le théâtre expérimental de Tepebashi, n'est-ce pas? Juste après, coup d'État de 80, oui, 80, ceci m'est arrivé d'avoir assisté. Bon, parce que pourquoi j'en parle? Parce que je suis un peu intéressé, ma production picturale a un peu intéressé quand même ce genre d'animistes, de films animés, c'est ce qu'il filme. Je le salue en passant. Au revoir. Quelques indices flagrants, en tout cas, pour montrer ou justement pour voiler exponiblement voilé et voilé par exprès et parfois d'une manière expressive et par exprès et expressément inhibé, voire faire de sorte que, encore une précepte, une injonction, que ceci reste inconditionnellement, c'est-à-dire sous toute condition, y compris la littérature, les beaux-arts, reste, soit interdit, surtout à la parole. Il y a plusieurs façons de montrer, exhiber, exposer d'une manière exponible ou inexponible, en faire signe, en faire une allégorie selon une légende, c'est-à-dire un sous-texte, sous-titre, et une sous-textualité légendaire qui viendrait de textes canoniques auxquels on fera référence librement, entre guillemets, et même ceci sous commande. Cette interprétation non exégétique, mais qui rentre dans le cercle herméneutique, comme une communauté qui ouvre un champ de vision et composé de ce qui est vision et ce qui est visionné. Les modèles occasionnels en passage, le modèle de passage, le modèle canonique, les schèmes constitués, les schèmes constituants et les lignes encore virtuelles dont le prolongement, surtout en rétrospectif, en descendant vers les enfers ou vers le paradis de l'art dit, pourquoi pas grec. Quand on dit grec, pourquoi pas? Pourquoi on ne pense pas la civilisation de Minos et Ionie? Il y a une profondeur et l'obscurité de la Grèce, et on passe sous le silence dans des textes canoniques comme celui de Platon, sous le motif de mythe d'Atlantis.
pour qu'il reste encore plus enfui, obscur, voilé, protégé par la voile d'Isis, dont l'origine est l'Égypte. Et les Grecs n'auront pas de mémoire suffisante sur leur propre histoire. C'est l'étranger, c'est-à-dire, non pas l'étranger du sophisme peut-être, mais l'étranger le plus proche aux antipodes, l'Égypte, la clergé d'Égypte obscure pythagoricien en scientificité, scientificien, en efficience mathématique ininterrompue, comme une litanie des chiffres et des formes en proportion et en infinitésimal et allant vers l'infini et trouvant un juste milieu dans la forme pyramidale, la forme protectrice cristalline de racines et le modèle de fractal, c'est-à-dire qu'on peut, à partir duquel on peut se regresser au microcosme et au macrocosme, c'est-à-dire les relationnalités des corps célestes selon les différentes saisons. Toutes ces déclinaisons des formes, des distances, des corps astrales l'un par rapport à l'autre ont des figures et des difformités. Donc une métamorphose avant Ovide. Ceci, bien sûr, donne à penser, mais ce qui fait que les catégories de lieu, du temps, relations, et même ipséité, ou zia, ne seront stables et tout en dynamisme et soit quand on vient sur la bordure déformant, je dirais difformant, et dans son 10. Oui, on peut dire différence comme différence. Et oui, il y aura deux sortes de 10. Le négatif privatif et l'autre, oui, dissymétrie, c'est négatif comme 10. Il devrait y avoir donc un dit de diaphane qui donnera différence, inférence, conférence, colloque, symposium. Et parfois on dit symphonie des astres. Les pyramides, comme leur reflet, découpés par la surface du désert, momentanément, mais pour des siècles quand même. Donc, pourquoi parler d'interdit alors? Pourquoi voiler ce qui était déjà voilé 1000 fois en pli, en suppli, et les mystères eulésiens qui devraient rester mystères et interdit de les dévoiler
encore plus de les inhiber, loin de là. Quelle sera l'origine de ce mutisme de communauté, de ce mutus, d'une certaine conjuration comme foi jouée, qu'on garderait en secret, comme une sécrétion en dynamisme et selon les saisons. Quel rapport avec sécrétion et secret? Secret, c'est pas quelque chose qu'on cache dans une coffre, des textes sacrés, coffre des lois, qu'on dit l'arche des lois. C'est une sorte de miniature des pyramides finalement, n'est-ce pas? Portable pour le nomade, c'est-à-dire ce qui est susceptible toujours d'être chassé, car il ne s'intègre pas, ne s'assimile pas autour des grandes constructions de Babel ou des constructions de pyramides, à l'édification de laquelle il participe, mais en distance, en différé, dans une négativité participative quand même. La figure, non pas d'errant, c'est-à-dire aliénée, mais une figure sporadiquement en disalliance avec son Dieu. C'est ça. Captivité et non-captivité. Ça s'alterne, ça subalterne, ça subalterne. Et c'est bien, c'est très instructif pour le développement d'un peuple. Garder la mémoire des moments de négativité, d'inhibition et de cryptage, et écrire en crypte, en sigle, et puis dans des autres époques plus, entre guillemets, libérales, on essayait d'en faire l'exégète des crypteurs. Je suis assis actuellement, à ce moment-là, si confortablement sur une forme de marbre lisse qui est presque faite pour mon fessier, si confortable et si tiède par le rayon de soleil qui inonde le marbre, tout en le réchauffant, mais pas trop, à travers les feuillages des arbres, donc dans un climat qui permet à des jets d'eau, à des bassins, c'est presque une oasis, paradis au sens de Hurmuz, n'est-ce pas, en persan. Ou Éden, c'est encore en persan. Eden, c'est le nom de golfe avec leur stream qui acclimatise les oasis. Donc, il n'y a pas seulement l'aride, il n'y a pas une privation totale, il y a des promesses segmentarisées et circonscrites comme des oasis, à condition qu'on les entretient avec un certain système ou organisation d'irrigation. Il faut savoir utiliser les sources d'eau et ne les laisse pas se vaporiser, les ramasser dans des troncs de végétaux
qui les garderait les plus fiers, et en plus, ils vont travailler, ils vont transformer par un mouvement spontané et intrinsèque en des liquides succulents, délicieux, comme délices de la vie. Voilà encore dans notre discours architectonique où il a été donné lieu à tous les conditionnements, même à des absences, c'est-à-dire à des moments arides ou de disette et de satiété, et des différentes régions non homogènes d'un plan d'immanence tracé par la voie qui se sait. Et non pas savoir absolu. Cette voie connaît les limites aussi de son propre logos ou de son logoré, car il dit ce qu'il dit, ce qu'il étale comme les gains, ce qui se fait logos, détermine aussi les limites qui se le donnent, au sens où, en fait, c'est cette voie qu'elle légifère de l'interdit. Et l'interdit ne lui vient pas de l'extérieur, d'une manière extrinsèque, de l'extérieur, d'une manière hétéronome. Il se la part de chaque chose et les en distribue en justesse, comme une rivière de Némésis. Cette voie fait la loi. Et qui dit la loi, dit aussi la loi du silence, qui est plus fort parfois que la parole proférée de tout énoncé dans une clarté et distinction, limpidité et lucidité, mais quelque chose travaille de l'intérieur et qui se réveille tout en étant en état de léthargie et de sommeil, encore cherchant ses limites, sachant qu'elle est disproportionnée, qu'elle peut être disproportionnée aussi dans ce jeu de figures fractales qui va jusqu'au de microcosme jusqu'au macrocosme, donc au-delà, et sans limite. Et ceci étant ininterrompu dans son apothéose et dans son superlativité, ceci fait un certain tourment. Cela tourmente au sens où cela tourne la tête, ça donne une certaine syncope du discours pensif. Là où la voix chercherait en se tâtonnant ses limites dans cette trajectoire de bande comme celle de Möbius ou la rue de la fortune quand même prévoyait ceci aussi en symbolisé en allégorie, et je suis assis quand même sur une pente ou bien sur une rue de la fortune qui fait
entre guillemets, tout du monde, tout du cosmos. En passant par mon gosier, par ma langue, par la vibration de ma voix, et retournant par mes oreilles à mes forces intérieures en toute vibration. Ceci est dit, je suis assis dans un jardin public sur une statue qu'on peut nommer de l'école de Henry Moore, grand architecte dont les œuvres sont exemplaires et qui sait aussi de savoir parler de la pierre, de son matériau et de ce qu'il fait avec son matériau, de son praxis quotidien. Ma parole, j'aimerais bien qu'elle suive la praxis inaugurante de Henry Moore, grand sculpteur anglais, et utilise sa langue, circoncision de sa langue, une citation encore de Saint Paul, sa circoncision de la langue, de sa langue commune, parfois scalpel, parfois comme une bistouri, un stylet, donc un instrument de tailler la pierre pour en donner une forme qui était en potentiel, en latence, en léthargie, en oubli de soi, et ce petit attouchement sur la pierre avec une pointue, un instrument qu'on appelle stylet, un certain crayon en fer ou bien en cuivre, un mélange de cuivre et de étain qui fait la bronze, qui est beaucoup plus dur qu'un cuivre et du fer. Donc, un instrument précieux de l'époque. Et la langue aussi, un instrument précieux qui peut entamer un discours par son ornementation, par ses plis et ses replis, ces tréfonds peut être renversé comme on renverse la terre avec une pelle, et on donne la fraîcheur et la fertilité de ce qu'on appelle l'engrenage. L'engrenage, c'est le propre de l'homme. Mélanger les essences et les substances, de faire sorte que ce qui se pousse soit aidé, augmenté, soutenu par les efforts minimaux et économiques de l'homme, ce qu'on appelle technicité, et au sens où une leveur de Archimède, bien sûr, avec petit effort qui est déjà énorme, renverser toute la voile et le mettre en mouvement, en kinésis, en kinématographie, point justement montrer ou exhiber les mouvements et les lignes virtuelles en effectivité, en mouvement, en conflit, en diaphane, en
dialectique, donc dans ces processus réels ou en tant que tel qu'il était dans son ipséité. L'homme ne peut qu'une petit élément viral qui entre dans le processus comme une catharsis pour en obtenir dans une échelle, disons à l'échelle humaine, visible à l'œil humain, donc dans une échelle réduite, le grand mouvement planétaire de macrocosme et de microcosme. Ceci amené là-devant Herr Beringen, en allemand, c'est produire, au sens de traire, et l'amener au devant. Malheureusement, il y a un reste de l'histoire qui, ceci qui est devenu visible, compris, conceptualisé et en usage, devient un jouet sous la main de l'homme au sens de Vorhanden. Vorhanden, Zuhanden. Le reste de l'histoire est raconté par Heidegger dans ses analyses de Zuhandenkeit et Vorhandenkeit. Ceci le revers des choses, c'est pour ça qu'on parle de bande de Mobius ou la rue de la Forte. Peu importe si c'est octogonal ou polyèdre, cette rue. Il n'y a pas un seul qui est en tout cas parfait. Ce n'est pas une sphéros. Il y a une boucle qui ne se permet pas que les lignes se rejoignent dans une perfection. Ceci qui fait le mouvement, ceci qui fait l'activité, ceci qui fait ce qu'on appelle la vie, l'histoire, la parole, c'est-à-dire être fort de s'exprimer et ne pas pouvoir exprimer et tomber dans une syncope. Et toucher le syncope, faire revenir de ce tréfonds, si revenir de ce tréfonds abyssal. C'est une sorte de nage ou une planète. C'est ça. Sans pouvoir être sans pouvoir complètement surplomber la chose. Un vol d'oiseau ne surplombe pas tout à fait les choses. Ça surplombe et à la fois il fait une partie intégrante de cette atmosphère ou de ce courant de couche d'air. Et donc, de l'atmosphère au sens de à la fois son Umwelt, à la fois son Ustimmung.